des gens qui sont en train d'arriver. On va attendre encore un moment avant de démarrer pour que tout le monde puisse se connecter. Je suis content de voir beaucoup de gens, des amis et des personnes aussi que je ne connais pas encore. C'est bien d'avoir une variété de personnes. OK. Moi, je propose, je pense qu'il y a encore peut-être des personnes qui vont arriver, mais je propose qu'on démarre pour bien profiter du temps qu'on a. Alors, bonjour, bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue à ce séminaire virtuel. Mon nom est Philippe Sorefat. Je travaille pour une organisation qui s'appelle FIAN International et je vais modérer ces webinaires aujourd'hui. Ce webinaire est en français, et donc il n'y a pas de problème de traduction. On a eu un webinaire en anglais hier et on aura un autre en espagnol demain. Donc, avant qu'on commence, je voudrais vous informer à tous et à toutes que nous allons enregistrer ce webinaire, ce séminaire. Donc, et on vous enverra le lien après le séminaire. Comme ça aussi, vous pourrez le partager. Ce sera accessible donc pour tout le monde après. Si vous avez des préoccupations par rapport à cela, merci de nous dire. Et peut-être une dernière chose technique avant de démarrer, c'est juste je vous prie de bien vouloir éteindre vos micros si vous ne parlez pas. Je vais expliquer dans une minute comment on pense d'organiser ce séminaire d'aujourd'hui. Donc, à un certain moment, j'espère qu'on aura la possibilité aussi d'avoir quelques questions des participants, mais on va vous donner la parole et à ce moment-là, vous pourrez activer votre micro. Pour le reste, c'est toujours bien si tout le monde éteint son micro, comme ça on peut bien se comprendre. Donc, comme j'ai dit, mon nom est Philippe Sorefat, je travaille avec FIAN International et FIAN est une organisation de droits humains qui œuvre pour les droits à l'alimentation et à la nutrition. Et nous avons organisé ce webinaire aujourd'hui qui est un séminaire qui a lieu dans le contexte, c'est une partie dans une série de séminaires que nous avons organisés sur différents sujets qui touche la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysannes et des paysans et d'autres personnes travaillant en milieu rural. Tous les autres séminaires, les enregistrements sont aussi accessibles. Après le séminaire, on pourra vous envoyer des ressources si jamais ça vous intéresse. Donc, nous avons organisé ce séminaire ou cette série de séminaires pour discuter de certains aspects clés de la déclaration, de cette déclaration qui est quand même, disons, une avancée internationale dans un résultat important, une avancée importante dans le droit international en ce qui concerne la reconnaissance des droits des populations rurales. Et avec cette adoption, au moment de l'adoption, nous avons commencé une nouvelle lutte, que c'est la lutte pour la mise en œuvre. Et je pense que c'est dans cela aussi dont on va discuter. Et aujourd'hui, on va discuter particulièrement sur les semences et la biodiversité. Nous avons 4 invités, 4 panélistes qui vont partager leurs expériences, leurs idées, leurs perspectives par rapport à ça. Et je vais leur donner la possibilité de se présenter dans une minute. Avant de faire cela, je voudrais vous présenter vite fait comment on pense
d'organiser la journée, le séminaire d'aujourd'hui. Le plan que nous pensons, bon, pour que vous soyez, oui, pour que l'on soit tous un peu au courant de comment ça va se passer. Donc, la première chose, c'est que, comme j'ai dit, on va permettre aux panélistes de se présenter. Après ça, il y aura une petite introduction sur la déclaration et en particulier sur les dispositions concernant les semences et la biodiversité. Je pense que ça peut être utile parce que ce n'est pas forcément que tout le monde ait le même niveau de connaissances par rapport à ça. Après ça, on va avoir un premier tour d'intervention par les panélistes où ils vont parler plutôt de, disons, on prend comme point de départ le travail local, les luttes locales qu'ils sont en train de mener et voir de là aussi la pertinence de la déclaration. Après ça, il y aura un deuxième tour où on va plutôt changer un peu la perspective et on va plutôt parler un peu de certains processus internationaux importants sur la biodiversité et les semences et voir un peu quelles sont les synergies, quelle est l'utilité de la déclaration dans ces contextes. Si le temps va permettre, on aura le temps de prendre quelques discussions, on va donner la possibilité de poser des questions et pour finir, on va faire juste un tour de commentaires finaux de nos invités. Et pour bien profiter du temps, je propose qu'on aille directement dans le tour de présentation. Alors, je voudrais vous inviter à vous présenter et je propose peut-être on commence par Alimata. Alimata, tu veux bien te présenter? Ok, Philippe. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Traoré Alimata. Je suis agricultrice. Je travaille au sein d'une organisation qui est la Convergence des femmes rurales pour la souveraineté alimentaire au niveau du Mali, qui est au Mali Sud. Donc, je suis paysanne et de formation. Merci, Alimata. Geneviève, est-ce que tu veux te présenter? Oui, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Geneviève Lalumière. Moi, j'habite dans une partie assez nordique, dans le nord du Québec, dans le golfe du Saint-Laurent. Donc ici, on a un défi parce que c'est l'hiver plus de 6 mois par année. Je vis principalement de la cueillette sauvage et l'agriculture de subsistance, si on veut, ici. Dans la région où j'habite, c'est assez impossible de faire l'agriculture à grande échelle. Donc, on travaille aussi à la conservation des semences et la cueillette et transformation des plantes médicinales. On a aussi monté avec l'Union paysanne, qui est mon organisation paysanne, une école d'agroécologie pour la transmission et la conservation des savoir-faire artisans et paysans. Donc, la majeure partie de mon implication avec l'Union paysanne se trouve là. Sinon, j'ai travaillé avec le groupe de travail sur la biodiversité agricole du CIP et aussi je suis impliquée au collectif international de semences agroécologie et biodiversité de la Via Campesina. Ok, super. Merci Geneviève. Je passe la parole à Guy. Bonjour Guy. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Guy Kassler, moi je suis dans le sud de la France, près de la Méditerranée, sur une petite ferme où j'ai fait du vin et du fromage de brebis. Je suis membre de la Confédération paysanne en France et où j'ai participé, j'ai accompagné la naissance et le développement du réseau Semences Paysannes pendant une quinzaine d'années. Donc depuis une époque où les semences paysannes officiellement n'existaient pas en France jusqu'à leur reconnaissance officielle. J'ai participé aussi au sein du comité sur les droits humains de l'ONU
à plusieurs réunions sur la déclaration. C'est un processus qui a été assez long et j'ai participé surtout sur la question des droits des agriculteurs sur les semences et sur la biodiversité. Et pour la Via Campesina et pour la plateforme pour la souveraineté alimentaire, je suis aussi tous les travaux du traité sur les semences depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Merci Guy, merci d'être ici avec nous. Et enfin, bon, Emma, est-ce que tu veux aussi bien te présenter, s'il te plaît? Oui, merci Philippe. Bonjour à tous et toutes. Alors moi, je suis ici pour représenter le caucus des femmes au sein de la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies. C'est donc le groupe officiel des femmes de la CDB, la Convention sur la diversité biologique. Et je fais également partie du secrétariat du consortium APAC. Donc les APAC sont les aires du patrimoine autochtone et communautaire, qui est une association internationale dont les membres sont des communautés locales et des peuples autochtones. Et je fais également partie du groupe des jeunes dans la Convention sur la diversité biologique. Voilà, merci. Ok, super. Et bon, merci à vous tous déjà d'avoir accepté l'invitation. Je pense que ça va être très riche. On a une diversité d'expériences. Avant d'entrer un peu, de vous donner la parole, comme j'ai dit avant, je pense qu'il pourrait être utile de faire une petite, de nous mettre un peu au niveau par rapport à ce que la déclaration et ce qu'elle dit par rapport aux semences notamment. Est-ce que vous pouvez voir mon écran là? Oui. Ok. Il y a quelque chose qui ne marche pas avec la présentation. Mais bon. Alors, la déclaration des droits des paysans et des autres personnes travaillant en milieu rural est un instrument des droits humains qui est relativement nouveau. Donc, il a été adopté par l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 2018. Mais cette déclaration a quand même une histoire beaucoup plus longue. Donc, disons, cette adoption formelle a été le point final d'un processus qui a duré plus de 10 ans. Et cette déclaration finale a été négociée dans le cadre du Conseil des droits humains des Nations unies à Genève, à plusieurs tours de négociations. Je pense qu'il est important de souligner que ce processus ou cette proposition même d'élaborer une telle déclaration a été lancée par la Via Campesina, donc un mouvement international paysan, et qui a, disons, tout au long du processus aussi poussé et œuvrer pour arriver à cette déclaration, tout en impliquant aussi des mouvements et des organisations sociales représentant d'autres secteurs, des groupes ruraux, notamment les pêcheurs, les pasteurs, les travailleurs ouvriers agricoles, les peuples autochtones. Donc, un processus qui a quand même été très participatif. Il y a aussi, évidemment, il a fallu convaincre certains États, certains gouvernements à porter cela dans le système des Nations Unies. Donc, comme j'ai dit, je pense que ça, c'est déjà le premier point important à retenir quand on parle de la déclaration, que c'est vraiment à partir d'une initiative populaire des organisations de petits producteurs d'aliments. Un deuxième aspect qui fait parfois un peu débat, mais c'est quand même important de tenir en compte qu'il s'agit bien d'une déclaration dont, sans entrer dans les détails juridiques, juste vous dire une déclaration au niveau des Nations Unies, ça ne veut pas dire que c'est un traité, ça crée des obligations contraignantes. Donc, c'est peut-être une faiblesse de la déclaration. En même temps, c'est quand même
une reconnaissance importante des droits des populations rurales au niveau des Nations Unies et aussi quand même si c'est une déclaration, ça fait quand même partie de toutes les ressources, des différents instruments des droits humains que nous avons à notre disposition. Et je pense aussi que cette question, est-ce que c'est contraignant, est-ce que c'est pas contraignant, c'est évidemment une question pertinente, c'est important. En même temps, je pense que les débats ne devraient même pas forcément se limiter à ça. Je pense qu'il a chaque instrument international qui existe, au final, il aura la force, il acquiert de la force s'il y a une prise en compte, s'il y a des luttes locales qui finalement obligent les États, les gouvernements à les mettre en œuvre. Donc, juste pour vous dire, ça légitimise les luttes rurales, mais en même temps, ça aussi, la force de cet instrument aussi sera basée beaucoup sur ce que les organisations paysannes, les organisations de la société civile pourront faire en tant que travail. J'ai déjà, pour un peu dire pourquoi est-ce qu'on pense que cette déclaration est particulièrement importante, j'ai déjà dit sa genèse, que ça c'est un aspect clé. Je pense qu'un autre aspect clé de cette déclaration, c'est que ça élargit un peu l'approche des droits humains. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire que normalement, les instruments des droits humains, ils se basent sur une conception un peu spécifique sur les droits humains qui vient d'une tradition plutôt occidentale et qui met beaucoup d'accent, par exemple, sur l'individualité. Donc, ce sont des droits individuels. Cette déclaration, elle clarifie, elle est très claire sur le fait que beaucoup des droits qui sont inscrits dans cette déclaration sont aussi des droits collectifs. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une composante individuelle, mais sont aussi collectifs. Donc, la Déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones avait déjà reconnu ça, mais là, on fait un pas en plus avec cette déclaration. Et le troisième point que je pense qu'il est important de tenir en compte, c'est que cette déclaration, il faudrait toujours, je pense qu'il faut toujours la voir dans le contexte de tous les autres instruments qui sont. Donc, il ne s'agit pas d'utiliser seulement la déclaration ou d'utiliser la déclaration plutôt qu'un autre instrument. Je pense que c'est la force ou la meilleure manière d'utiliser ces instruments, c'est de les utiliser en synergie, de trouver comment appuyer aussi les demandes, les luttes dans les différentes instances en utilisant les différentes dispositions, les différents instruments que nous avons à notre disposition. Alors, je vais parler maintenant un peu du contenu de la déclaration. Il y a beaucoup de choses à dire sur le contenu. La déclaration couvre des sujets très larges. Ça parle pas que, ça parle de la production alimentaire, ça parle de l'accès à la terre, ça parle de la distribution des aliments, ça parle aussi de droits civils et politiques comme le droit de s'assembler, ça parle du droit à l'éducation, à la santé. Donc, ce n'est pas seulement la production d'aliments, mais aujourd'hui, on va un peu se focaliser sur ce qu'elle dit sur les semences. Dernière petite parenthèse avant, comme j'ai dit avant, c'est un document qui a été porté et poussé par la Via Campesina, mais c'est un document qui a été négocié par les gouvernements dans le sein des Nations Unies. Donc, d'une certaine manière aussi, la déclaration telle qu'elle a été adoptée, elle n'est pas parfaite, elle a des défauts peut-être, elle est un compromis. Et ça, il n'y a pas de discussion là-dessus. Il s'agit maintenant d'utiliser ce qu'il y a dedans de la meilleure manière possible.
Pour vous parler un peu de ce que dit la déclaration par rapport aux semences, surtout, ce sont 2 articles sur les semences et la biodiversité. Le premier article qui est explicitement sur les semences, c'est l'article 19 et qui affirme donc le droit des paysans aux semences. Il explicite quelles sont les composantes de ce droit. En faisant ça, il réitère ou il reprend à la base les principes, les droits qui ont déjà été reconnus dans un autre instrument, c'est le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation, le TIRPA, on en va discuter un peu après. Mais je pense qu'il est important que ici, c'est très clairement dit qu'il s'agit là de droits humains. Donc, le droit à la semence comme droit humain qui est donc reconnu par cette déclaration. Et il y a d'autres dispositions par rapport aux semences qui vont quand même au-delà de ce qui est écrit dans les TIRPA, par exemple. Donc, le droit, par exemple, des paysans de perpétuer, de contrôler et de protéger leurs semences et leur savoir traditionnel, et leur droit aussi de décider les cultures et les espèces qu'ils souhaitent cultiver. Et une autre disposition qui est assez importante et je pense assez nouvelle et innovatrice, ça c'est la disposition dans l'article 19.6 que vraiment la déclaration appelle aux États, où il dit que les États devront prendre des mesures pour appuyer les systèmes de semences paysannes et favoriser l'utilisation des semences paysannes. Donc je pense que là c'est une reconnaissance importante de la manière très spécifique dont les paysans et les populations rurales gèrent leurs semences et qu'on n'a peut-être pas dans d'autres instruments internationaux. Il y a un dernier aspect qui est assez important, c'est que la déclaration aussi clarifie, a quelque chose à dire sur tout ce qui est droit des propriétés intellectuelles et en clarifiant que ce n'est pas que les droits des propriétés intellectuelles sont supérieurs aux droits des paysans, mais c'est plutôt le contraire. Ça veut dire que les droits des paysans sur les semences, c'est supérieur aux droits des propriétés intellectuelles. Donc, en clarifiant aussi que les États devraient revoir leurs droits de propriété intellectuelle pour qu'ils respectent les droits des paysans. Je pense beaucoup d'entre nous savons que dans la réalité, ce n'est pas forcément ça, mais je pense que notre discussion aujourd'hui va justement aussi porter sur ça, comment est-ce qu'on peut vraiment utiliser ces dispositions. Quelques mots aussi par rapport à l'article 20 qui parle pas que des semences, mais qui parle un peu plus largement de la biodiversité. Et je pense que là, c'est important que cette déclaration vraiment reconnaît que la reconnaissance et le respect des droits des populations rurales est une mesure centrale pour prévenir l'épuisement de la diversité biologique. Donc, en faisant ce lien entre conservation, préservation de la biodiversité biologique et les droits des paysans. Et en retournant sur les systèmes sémenciers paysans, mais dans un sens un peu plus large aussi, la déclaration est très explicite dans l'article 20.2 sur l'obligation que les États ont pour protéger les savoirs traditionnels, mais aussi les manières très spécifiques des paysans, des populations autochtones, des pêcheurs, de gérer la biodiversité dans les territoires, dans les écosystèmes qu'ils cultivent. Et juste pour le mentionner aussi, la déclaration aussi parle des risques et de l'obligation des États de prévenir les risques qui peuvent découler de l'utilisation d'organismes vivants modifiés, donc tout ce qui est
des OGM et des produits, des technologies du génie biologique, les biotechnologies, les forçages génétiques, etc. Alors, tout ça, je pense que ça, c'est la déclaration. Mais comme dit avant, cette déclaration, elle est, disons, elle est importante, elle est là. Et je pense que là, la preuve, pour bien pouvoir voir quelle est l'utilité de la déclaration, je pense qu'il faut toujours partir de la réalité, surtout de ceux qui sont les titulaires de ces droits, donc les populations rurales. Et je pense que c'est par là que je voudrais maintenant donner la parole à nos invités, en commençant peut-être par à toi, Geneviève, si tu veux bien, un peu de dire un peu au niveau local, quelle est un peu la situation et quelle est aussi la pertinence de ce qui est écrit dans ces déclarations pour ce qui se passe oui, au niveau très local, là où tu vis. Oui, en fait, je peux vous parler au niveau très local où ce que je vis, par exemple, au Québec, mais j'aimerais aussi vous parler à la Via Campesina, comment qu'on orchestre ça dans les différentes organisations paysannes. En fait, je commencerai peut-être par ça. À la Via Campesina, en fait, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte, c'est que qu'est-ce qui est important avec cette déclaration-là? Oui, c'est les organisations de la Via Campesina qui ont formé cette déclaration-là, mais ça reste que la plupart des paysans et des paysannes ne sont pas au courant qu'ils ont des droits. Alors, on s'est rendu compte que c'est vraiment important de miser sur l'éducation, de montrer aux autres paysans et paysannes qu'ils ont des droits. Et c'est seulement une fois que la paysannerie va être consciente qu'elle a des droits qu'elle va pouvoir s'organiser pour faire valoir ses droits. Mais à l'heure actuelle, c'est des groupes qui ont tellement été bafoués de leurs droits depuis des générations que parfois on ne sait même pas qu'on a des droits, qu'on devrait pouvoir conserver nos semences ou avoir accès à de la terre et que c'est un non-sens qu'on n'en ait pas. Donc, on a fait les différentes organisations, on a fait des vidéos, des documents, des campagnes pour faire valoir les différents droits de cette manière-là, pour expliquer à nos membres qu'ils ont des droits et qu'ils devraient être respectés. Il y a une campagne qui est une campagne internationale, mais qui s'orchestre de manière très, très locale, qui est la campagne Adopte une semence. Dans le fond, le but, c'est que chaque ferme, chaque communauté ou chaque famille adopte une variété de semences pour la sauver, la cultiver et l'échanger. De cette manière-là, c'est une manière très concrète et très locale, très simple de conserver des semences, c'est-à-dire chaque famille décide d'adopter une variété et d'en être les gardiens. On s'est rendu compte que c'était très difficile, qu'on ne pouvait pas trop attendre sur les subventions gouvernementales pour pouvoir opérer. Donc, il fallait trouver un moyen très simple et peu coûteux d'agir. Et c'est de manière très simple comme ça. Là, je vous donnerai un exemple. Ici au Québec, il n'y a aucune volonté politique de sauver les semences, par exemple, de faire valoir les droits paysans. Toutefois, on s'est rendu compte que dans certains organismes de recherche sur les grains, par exemple, sur les semences, il y avait des fonctionnaires et des chercheurs qui étaient très ouverts et qui voulaient contribuer à notre cause. Alors, on s'est un peu infiltré comme ça, directement avec les fonctionnaires qui, eux, finissent par gérer les fonds pour pouvoir faire des projets de recherche participative, par exemple, sur les semences, mais sans passer par la volonté politique. Ici aussi, c'est presque impossible de trouver des semences non traitées en grande quantité, alors que ça devrait être un droit d'avoir accès à des semences saines. Il y a aussi la problématique de brevetage de certaines semences, des traits paysans que les paysans ont développés qui ont été brevetés. À l'heure actuelle, les petits semenciers ici, on passe sous le radar, mais pour la simple et bonne raison qu'on ne fait pas des assez grandes quantités pour mettre des bâtons dans les roues à l'industrie. Donc,
Donc, notre meilleure manière qu'on a trouvée, c'est de simplement agir et sauver les semences, mais aussi d'éduquer, parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'au sein des institutions qui travaillent en agriculture, qui sont subventionnées, qui sont payées par le gouvernement ou par les grosses instances de l'agriculture industrielle, les gens qui travaillent là-dedans, c'est pas qu'ils sont de mauvaise volonté puis qu'ils sont contre nous, c'est juste qu'ils sont pas au courant de qu'est-ce qui se passe. Puis c'est là que la déclaration devient très importante. C'est quand on leur apprend qu'il y a une déclaration, qu'il y a des droits paysans qui existent et que ces droits-là, ben, ils sont bafoués par le système. Les fonctionnaires et les personnes qui travaillent dans le système, donc pas les gens qui prennent les décisions, mais les gens qui mettent en pratique les décisions, deviennent très, très à l'écoute et souvent sont sensibles à notre cause. Donc, ici au Québec, on a trouvé que c'était une manière d'opérer qui était beaucoup plus fonctionnelle que notre manière habituelle d'opérer, qui était plus d'aller ruer les brancards, d'aller directement à la Régie des marchés agricoles ou devant les gouvernements, devant aller se battre, en fait, qu'on s'est retrouvé à faire des liens avec les gens qui mettent en application la loi. Puis, ben, eux, souvent, ils vont être de notre côté et essayer de trouver des moyens de contourner ça. Donc, c'est ça qui nous arrive. Mais je le répète encore, c'est vraiment un travail d'éducation qu'on a à faire avec la déclaration. Autant éduquer nos membres, les paysans et les paysannes elles-mêmes, qu'elles ont des droits et qu'elles peuvent essayer de les faire respecter. Et ensuite, éduquer les autres membres, les gens qui travaillent dans l'agro-industrie, pas ceux qui prennent les décisions nécessairement, mais ceux qui les mettent en œuvre. Et quand les gens qui mettent en œuvre les décisions qui nous font du mal vont être plus éduqués, ben souvent, ces personnes-là, quand elles se rendent compte que qu'est-ce qu'elles font, ça fait du mal à des gens, elles y pensent deux fois et elles trouvent des moyens pour nous aider. Bon, merci beaucoup Geneviève. Ça, c'est déjà des points très importants sur la question de l'éducation et notamment aussi du travail qu'il faut faire en amont vraiment des autorités. Et je pense que ce que tu es en train de nous dire aussi des autorités, disons vraiment au niveau des gens qui sont là, comme tu dis, qui mettent en œuvre les dispositions. Je voulais donner la parole à Alimatage, mais je me rends compte qu'elle semble avoir un problème de connexion. Mais bon, j'espère qu'on va pouvoir la voir. Et donc, en attendant, peut-être, je donne la parole à Guy aussi pour nous partager un peu comment tu vois, disons, cette relation entre ce qui se passe vraiment localement et un instrument international comme cette déclaration. Oui, donc en France, quand on a commencé à parler de la déclaration au sein de la Via Campesina, comme je disais tout à l'heure, d'abord il y avait très peu de paysans qui faisaient leurs propres semences. Il y avait la moitié des paysans reproduisent les semences des semenciers, ils font des semences de ferme, mais il y avait très peu de paysans qui faisaient des semences paysannes. Et aujourd'hui, on peut dire tranquillement qu'il y en a plusieurs milliers. Donc ce développement qui a pris une quinzaine d'années, et qui continue d'ailleurs, ne s'est pas fait sans être accompagné par un travail de plaidoyer, donc un travail sur les lois, et pour justement faire reconnaître ces droits des paysans dans les lois. Et ce travail de plaidoyer a été grandement facilité par le même travail qui se faisait au niveau international. Alors d'abord au niveau du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, mais aussi dans le cadre du groupe de travail sur les droits humains de l'ONU autour de la déclaration sur les droits des paysans. Et le fait, d'une part, qu'on pouvait s'enrichir de l'expérience des autres pays, on pouvait s'enrichir des débats internationaux et on rencontrait aussi dans ces arènes-là les représentants de notre propre pays qui ne pouvaient pas tenir un discours une fois à Rome ou à Genève ou à New York et puis tenir un discours différent quand ils arrivaient dans leur pays à partir du moment où en face d'eux, ils avaient les mêmes personnes, notamment les mêmes paysans qui participaient aux débats à la fois internationaux et nationaux.
Et alors que absolument rien n'était reconnu au niveau français il y a une quinzaine d'années, aujourd'hui, on a fait reconnaître dans les lois françaises le droit des paysans d'échanger leurs semences. Quand on a commencé à revendiquer ce droit, dès qu'un paysan échangeait des semences, il avait des contrôleurs à la maison et des menaces de procès. On a fait reconnaître dans la loi la conservation in situ à la ferme, y compris sous forme de gestion dynamique. Donc, ce n'est pas la conservation dans un musée ou dans une collection, c'est bien de faire vivre nos semences, et ça, c'est inscrit dans les lois françaises. On a fait reconnaître que les semences de ferme ne sont pas des contrefaçons, c'est inscrit dans nos lois. Quelque chose d'important, et là, c'est directement lié au traité, et même, je dirais, pour ceux qui ont des animaux plutôt à la Déclaration des droits des paysans, c'est le fait que dans la loi sur les OGM, qui a été votée en 2008 en France, le droit de produire sans OGM passe avant le droit de produire des OGM, ce qui veut dire que celui qui produit des OGM n'a pas le droit de les produire ou de les commercialiser si il empêche ceux qui produisent ou commercialisent ou consomment sans OGM de pouvoir continuer à le faire. Et ça, c'est directement lié, en ce qui concerne les semences, au droit à la protection des connaissances sur les semences, ça c'est dans le traité. Mais par contre, un élément nouveau qui est dans la Déclaration des droits des paysans pour à la fois les animaux, mais aussi tous les micro-organismes qu'on conserve et qu'on développe dans les fermes et qu'on ne veut pas qu'ils soient contaminés par des OGM, c'est le droit à la protection des connaissances traditionnelles et de l'innovation aussi pour l'ensemble de la biodiversité. Et donc, en faisant valoir ce droit, on est arrivé en fait à avoir un moratoire sur les organismes génétiquement modifiés cultivés en France, c'était en 2014. Et un dernier point, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure au niveau international, mais on a fait inscrire dans la loi française des limitations importantes du droit des brevets. Le droit des brevets ne s'applique pas en cas de contamination de semences, c'est-à-dire si nos semences sont contaminées par des semences brevetées, le titulaire du brevet ne peut pas nous poursuivre. Depuis 2016, il est interdit en France de breveter des semences, ou des animaux d'ailleurs, issus de sélection traditionnelle, et il est aussi interdit d'étendre la portée d'un brevet sur un gène ou d'une semence à des semences traditionnelles qui contiendraient le même gène. Donc, on n'est pas au bout, et j'y reviendrai tout à l'heure quand on parlera des arènes internationales, mais le fait de disposer de ces textes internationaux nous a beaucoup aidé dans le plaidoyer en France pour faire reconnaître les droits, et ces droits sont essentiels, notamment pour que les semences paysannes puissent se multiplier. Si on n'avait pas ces droits, aujourd'hui, il n'y aurait pas plusieurs milliers de paysans en France qui font leurs propres semences, qu'ils ont eux-mêmes sélectionnées collectivement, qui développent et qui vendent les produits qu'ils transforment à partir de leur récolte. Merci Guy pour partager cela, et peut-être on reste en France, et Emma, tu peut-être tout. Bon, je ne sais pas si en fait tu vas parler de la France ou si tu vas parler d'autres situations aussi, mais bon, tu as la parole. On va dire qu'on reste physiquement dans le sud de la France, puisque j'y suis aussi, mais je ne vais pas vous parler de la France. Et je vais d'ailleurs faire un petit saut vers la Convention sur la diversité biologique, de laquelle on va plus parler en profondeur tout à l'heure. Mais je voulais vous parler d'exemples dans lesquels on a utilisé cette convention pour permettre la préservation de la biodiversité à travers la reconnaissance appropriée et la souveraineté sur son territoire des populations autochtones et des communautés locales. Donc,
En fait, dans des pays, donc je pourrais en citer plusieurs, mais par exemple en Iran, aux Philippines et au Sénégal, le fait de faire le plaidoyer à l'échelle internationale dans la Convention sur la diversité biologique a permis à diverses communautés d'acquérir le droit de gouvernance, donc le droit de prendre des décisions sur leur propre territoire, et notamment à travers un des objectifs de cette convention, donc l'objectif d'Aichi numéro 11, qui a été donc décidé en 2010 jusqu'à 2020. Cet objectif dit que 17% de la surface terrestre d'un pays doit être sous un état de conservation et 10% de la surface maritime. C'est en arrivant auprès des points focaux de la CDB que donc des collègues ont expliqué, nous on a la solution, vous n'avez même pas à créer de nouveaux parcs nationaux, de parcs régionaux ou d'autres types de parcs. Et vous pouvez simplement reconnaître la présence de ce qu'on appelle des territoires de vie ou bien des APAC, des aires du patrimoine autochtone et communautaire, donc des aires et territoires qui sont conservés par les communautés locales et les peuples autochtones. Et peut-être que je pourrais citer l'exemple de Kawawana au Sénégal. Donc bien sûr, je l'exprime moi en parlant depuis la France. Je vous raconte ici l'histoire de mon collègue, de mes collègues de Kawawana. Donc ça s'appelle Kawawana et je serais très heureuse de partager leur expérience, des vidéos, des contacts, Internet, etc. Très heureuse. Donc eux avaient un problème de gestion, notamment des ressources halieutiques, des ressources en poissons, qui faisait que la question de la souveraineté alimentaire était posée à cause d'une pêche trop intense, de la part de la communauté et également des pressions extérieures qui étaient réalisées. Et en s'organisant en tant que communauté, ils ont réussi à réutiliser leur régulation traditionnelle, à redéfinir la carte de leur espace. Donc, c'est un espace de mangrove, ça se passe en Casamance, donc au sud du Sénégal. Sont des espaces de mangrove à l'embouchure du fleuve Casamance. Et donc, et en fait, ils ont décidé de définir les rôles de ces diverses zones-là en mettant un espace où personne n'avait le droit d'entrer, en ayant un espace où uniquement les personnes de la communauté ont le droit d'entrer et en ouvrant un espace de la zone de pêche aux personnes extérieures sous certaines règles, certains filets, certains types de bateaux, etc. Et grâce à un suivi qu'ils ont réalisé eux-mêmes de ces ressources halieutiques, ils ont réussi à retrouver une grande biodiversité à l'intérieur de leur espace et notamment de bonnes ressources alimentaires. Donc des personnes qui étaient parties à Dakar pour essayer de trouver du travail sont finalement revenues, notamment des jeunes, sont notamment revenus à l'intérieur de la communauté qui est maintenant en train de vivre une expérience tout à fait intéressante et qui la partage énormément avec d'autres communautés dans le pays et même dans le monde. Donc à présent, le Sénégal a reconnu cette aire-là comme une APAC, donc comme une aire qui est conservée par les communautés. Et c'est cette avancée légale qui a été permise uniquement grâce à un plaidoyer très fort. Et en fait, je suis heureuse de passer après Guy parce que c'est véritablement ça qui s'est passé. C'est au moment où on fait le lien avec les conventions internationales qu'on réussit à obtenir de véritables résultats sur le terrain. Et donc, c'est peut-être une chose, oui, voilà, qui a été particulièrement importante ici, ça a été le fait de demander un droit communautaire sur ce territoire-là. Donc, cette capacité de prendre décision comme groupe sur ce territoire qui prime sur le gouvernement national, sur les autorités nationales régionales. Voilà. Ok, super, merci Emma. Là, je pense que tu as déjà commencé à faire la transition aussi, ou bien faire le lien, qu'on parle évidemment pas seulement de la déclaration, donc il y a différents instruments qui sont là, qui peuvent vraiment appuyer
ce qui se passe au niveau local pour faire des avancées au niveau local. Et je pense que, bon, après, je pense que tu as parlé de la convention. Je pense qu'on va parler un peu plus de la convention sur la biodiversité un peu tout à l'heure. Et je pense que j'ai l'impression qu'Alimata est de retour. J'espère que c'est vrai. Et donc, bon, je vais profiter pour lui donner la parole. Alimata, est-ce que tu es là et tu pourrais nous raconter un peu sur oui, c'est ce que vous faites au niveau du Mali? Oui, Philippe, je suis désolée, j'ai un problème de connexion au niveau du bureau ici, parce que la connexion, ça vient, ça part, donc c'est perturbé. Je pense que je n'ai pas suivi Ça a coupé encore, Alimata? Je pense que ça a coupé encore. On ne t'entend plus, Alimata. C'est dommage. Ok, c'est dommage. Peut-être bon, on va essayer de l'aider à résoudre le problème pour l'avoir, de savoir un peu écouter sa perspective à partir de son expérience au Mali. Je pense que ça serait vraiment dommage de ne pas l'avoir. Là, c'est dommage. Mais peut-être en attendant qu'elle puisse se connecter, on peut quand même commencer un peu à approfondir un peu cette discussion ou passer à la discussion sur tout ce qui est aussi, tout ce qui se passe aussi dans les enceintes internationales. Je pense que soit bon, tous les trois, Geneviève et Maggie, vous avez parlé bien bon, de cette relation dans ce qui, bon, les avancées qu'il y a au niveau international, comment ça peut appuyer le travail local. Je pense qu'en même temps, c'est aussi clair que les cadres internationaux, ils évoluent tout le temps. Et là, en ce moment aussi, il y a des choses qui sont en train de se passer qui peuvent aussi présenter des opportunités encore pour avancer sur certaines choses. Et comme j'ai dit avant, cette déclaration, vu que c'est un document relativement nouveau, il peut aussi peut-être servir à donner de la force ou à trouver des synergies avec des accords qui existaient déjà depuis un moment, ou même de trouver, d'avancer les droits dans de nouveaux instruments. Je pense que quand on parle, on l'a déjà dit, quand on parle au niveau international, je pense qu'il y a beaucoup de relations qui peuvent se faire, bon, par exemple de la déclaration aussi, sur tout ce qui est convention sur le changement climatique. Mais si on parle spécifiquement de la biodiversité et de les semences, je pense qu'il y a deux instruments, deux instances internationales qui sont particulièrement pertinentes. La première, c'est la convention sur la diversité biologique, dont Emma a déjà parlé un peu. Et la deuxième, c'est le traité international sur les semences, le TIRPA. Avant d'approfondir ce débat, juste peut-être quelques mots. Je ne sais pas si tout le monde sait que cette année 2020 était censée être une super année de la biodiversité. C'était ça un peu que c'était présenté dans les Nations Unies, surtout parce qu'il était prévu que la Convention sur la biodiversité adopte un nouveau cadre global pour la biodiversité, donc une sorte de plan de mise en œuvre pour atteindre les objectifs de la déclaration, de la convention. C'est comme une convention qui date de 1992, mais nous sommes maintenant dans une situation, comme vous le savez, de perte assez alarmante de biodiversité, d'où là un peu ce besoin et beaucoup d'attentes autour de ce cadre sur la biodiversité. Évidemment, la situation avec la pandémie, avec le coronavirus, ça a un peu changé les plans, mais le processus est en cours.
et les organisations paysannes, les organisations des peuples autochtones, les organisations de femmes sont en train de se mobiliser. Et je pense que là aussi, dans ce cadre, comme je l'ai dit avant, cette déclaration des droits des paysans peut aussi présenter une opportunité pour influencer ces débats en sachant que, par exemple, si bien la Convention sur la biodiversité reconnaît certains droits des communautés locales et des peuples autochtones, elle est quand même basée sur l'idée que c'est surtout les États qui sont souverains sur leurs ressources naturelles. Et donc, la déclaration, soit la déclaration des droits des peuples autochtones, soit la déclaration sur le droit des paysans, elle est quand même beaucoup plus explicite sur ce qui sont les droits spécifiques des communautés et des populations rurales sur leur territoire et en ce qui concerne la biodiversité. Et je pense que aussi au niveau de la CDB, c'est un argument qui est de plus en plus reconnu, ou au moins ça commence à être plus reconnu que le rôle que les communautés jouent au niveau de la protection, de la préservation de la biodiversité. Évidemment, c'est pas comme ça que ça s'est passé, mais c'est grâce à la pression des organisations paysannes, des peuples autochtones, etc., dans ces espaces. Je pense la CDB en ce moment est vraiment un espace assez important avec plusieurs discussions importantes, un processus en cours, je l'ai dit, c'est ce cadre global pour la biodiversité. Mais en même temps, c'est aussi à ce niveau-là qu'ont lieu des discussions assez importantes sur, par exemple, tout ce qui est l'utilisation des séquences digitales, numériques de l'information génétique. Donc, c'est un sujet qui est très important pour les paysans et je pense que Guy va nous parler un peu de ça. Et en même temps, aussi, c'est aussi au niveau de la CDB qu'on discute quand même beaucoup de tout ce qui est biotechnologie, notamment les nouvelles biotechnologies, y compris le forçage génétique et tout ce qui est les nouvelles techniques de génétique. De l'autre côté, au niveau du TIRPA, le TIRPA, il reste important parce que c'est tout de même, ça reste l'instrument pour l'instant contraignant, le seul instrument contraignant qui garantit, qui reconnaît les droits des paysans sur leurs semences. Et en même temps, la mise en œuvre de ces droits, elle fait problème, ce n'est pas une réalité dans la plupart des pays. Je pense que ça a été dit, les limitations qui sont là. Mais là aussi, à ce niveau-là, il y a quand même des avancées grâce à la pression que les organisations paysannes ont fait. Il y a quand même maintenant un débat qui est fait sur comment les États devraient effectivement mettre en œuvre ces droits. Et c'est un groupe de travail, un groupe d'experts techniques qui a été mis en place au niveau du TURPA et qui a le mandat justement d'élaborer des orientations pour les États le faire. Donc, et là aussi, disons, la déclaration ou la réaffirmation de ces droits dans un instrument comme la déclaration peut-être aider à nous à avoir des avancées à ce niveau-là. C'est sur ça un peu qu'on va discuter. Et peut-être on peut commencer par le TIRPA. Et étant donné qu'en attendant qu'Alimata puisse se reconnecter, je pense que Guy peut-être peut nous parler un peu de ce qui est en train de se passer au niveau du TIRPA et aussi comment, disons, ça peut l'adoption de la déclaration sur les droits des paysans peut aider dans ce contexte. Oui, peut-être la première remarque, c'est dommage qu'on n'arrive pas à se connecter avec Alimata.
la participation des paysans de la Via Campesina et de la plateforme pour la souveraineté alimentaire aux discussions du traité, mais aussi à celles qui ont précédé l'adoption de la Déclaration sur les droits des paysans, nous a permis de rencontrer beaucoup de délégués de pays en développement, hein, c'est comme ça qu'on les appelle au niveau international, qui étaient particulièrement embêtés parce qu'ils sont sous la pression de nos pays riches qui leur imposent des accords de libre-échange. Et dans ces accords de libre-échange, ils leur imposent des lois sur les semences, ce qu'on appelle les lois UPOF, le brevet, le droit d'obtention végétale. Et ils se rendent bien compte que, d'abord, c'est quelque chose qui ne veut rien dire dans la plupart des pays d'Afrique, par exemple, parce que tout simplement, les semences commerciales n'existent pas et que 90% des semences sont des semences paysannes. Mais ils ont peur que ces lois qu'on leur impose avec les accords de libre-échange interdisent le droit des paysans de continuer à faire leurs semences. Et pour eux, c'est un problème de sécurité alimentaire, ce n'est pas uniquement un problème de droit humain. Et on est régulièrement interpellé par ces délégués de ces pays-là qui nous demandent comment faire reconnaître les droits des paysans avec ou, si possible, sans ces lois UPOF. Et du coup, les paysans d'Afrique, par exemple, mais c'est vrai aussi pour l'Asie du Sud ou l'Amérique latine, sont reconnus comme interlocuteurs pour discuter des nouvelles lois semencières de ces pays-là. Et même certains d'autres, moi-même, j'ai souvent été invité par des gouvernements d'Afrique, je parle que le français, donc ça m'est plus difficile dans d'autres pays, pour expliquer notre vision sur les droits des paysans. Il ne faut pas sous-estimer ce travail de plaidoyer, parce que ce travail de plaidoyer, l'industrie le fait en permanence. Alors elle, ce n'est pas du plaidoyer, ce n'est pas public, il se cache, ça s'appelle du lobbying, mais la plupart des lois semencières sont écrites directement par les lobbyistes de l'industrie, pas simplement dans les pays riches, mais aussi dans les pays en développement. Donc je pense que ça, c'est un aspect non visible de l'intérêt du traité ou de l'intérêt de la déclaration sur les droits des paysans, mais qui est extrêmement important. Pour revenir directement au traité, je dirais qu'à l'heure actuelle, le traité, il est en panne. Il est en panne, pourquoi ? Le traité avait 3 missions. C'est un traité contraignant, hein, comme l'a dit Philippe. Hein, il avait 3 missions. La première, c'est de mettre à disposition de l'industrie semencière, essentiellement, l'ensemble des semences qui ont été prises dans les champs des paysans pour être mises dans les banques de germoplasme sans se heurter aux discussions entre États qui disent mais cette semence elle est à moi, donc toi tu es de notre pays, tu peux pas y accéder. Donc c'est ce qu'on appelle l'accès facilité. Cette mission a été remplie dès que le traité a été mis en place. Elle fonctionne, mais le traité avait 2 autres missions. Une deuxième qui est le partage des avantages issus de l'utilisation de ces semences. Alors, partage d'avantages dans le traité, ce n'est pas vraiment avec les paysans, hein, c'est avec les pays d'origine. Après, c'est chaque pays d'origine qui décide si ce partage des avantages doit se faire avec les communautés locales, les peuples autochtones ou les paysans. Ce partage des avantages, il ne fonctionne quasiment pas. À l'heure actuelle, c'est peut-être 2 ou 3% de ce qui avait été estimé au niveau des sommes monétaires qui devaient être versées au titre des partages d'avantages par l'industrie, qui est versé. Et l'industrie ne fait aucun effort pour qu'il puisse fonctionner. Et la troisième mission, c'était le droit des agriculteurs, hein, donc l'article 9 du traité, hein, le droit donc à la protection des connaissances, à la participation aux décisions nationales et le droit au partage d'avantages, mais surtout le droit de conserver, d'utiliser, d'échanger et de vendre les semences produites à la ferme. Mais dans le traité, ce droit, il est inscrit
comme contraignant, mais sous réserve des lois nationales, ce qui fait qu'il n'est pas contraignant. Et donc là, le travail qu'on a engagé et dans lequel Alimata est particulièrement impliqué, grâce au soutien justement des pays en développement, et notamment d'Afrique et d'Amérique latine, et l'Indonésie aussi a joué un très grand rôle là-dessus. On a aujourd'hui un groupe d'experts qui fonctionne et auquel appartient Alimata pour travailler à l'application de ces droits-là et pas uniquement à une simple déclaration internationale. Mais pourquoi le traité est en panne? En fait, il y a un OVNI, un objet non identifié, qui est arrivé dans le débat à la fin des années 2010. Philippe y a fait allusion. C'est ce qu'on appelle l'information séquentielle numérique. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec les semences? En fait, c'est quelque chose de très simple. Ils emploient des mots compliqués, mais aujourd'hui, avec l'évolution des techniques génétiques, si on séquence la totalité du génome d'une plante, et c'est quelque chose qui se fait aujourd'hui en 2 ou 3 jours, il y a un prix qui est 100 000 fois inférieur à ce qu'il était à la fin du siècle dernier. Donc c'est quelque chose qui se fait couramment. Lorsqu'on a accès à l'ensemble des séquences génétiques d'une plante, en fait, les caractères qui intéressent un semencier, on peut les reproduire. Soit si on les retrouve dans les séquences génétiques d'autres plantes qu'on a dans ses propres collections ou dans les collections internationales, soit avec les manipulations génétiques, les OGM, ce qu'on appelle les nouvelles techniques génétiques. On peut reproduire ces caractères qui nous intéressent, de tolérance à un insecte, souvent c'est tolérance à un herbicide qui intéresse l'industrie, ou un caractère nutritionnel ou autre. Et donc, lorsque le traité a été mis en place, l'industrie avait absolument besoin d'avoir accès aux semences physiques, c'est-à-dire à celles qui sont dans les champs des paysans et qui ont été mis dans les frigos, les chambres froides des grandes collections des banques de gènes. Aujourd'hui, les grandes multinationales qui maîtrisent les techniques génétiques n'ont plus besoin d'avoir accès aux semences physiques, elles ont besoin d'avoir accès aux bases de données de séquences génétiques, ce qu'on appelle les informations séquentielles numériques. Et donc, à partir de là, il y a un débat qui a été posé, et les premiers qui l'ont posé d'ailleurs au traité, ça a été la Via Campesina, et très rapidement rejoint à la fois par des délégués africains et des délégués d'Amérique du Sud et maintenant d'Asie. Est-ce que ces informations séquentielles numériques, donc les séquences numériques et puis l'intérêt, le caractère qui est lié à chaque gène, sont des ressources génétiques qui sont donc soumises d'une part au partage des avantages? Bon, nous, on n'y croit pas trop au partage des avantages, mais surtout à un autre élément, c'est qu'il est interdit de déposer un brevet sur une ressource génétique qui existe naturellement. Il est interdit de poser un brevet sur une séquence génétique d'une semence qui est dans le traité si on a eu accès à ces semences, et on retrouve la même interdiction dans la Convention sur la diversité biologique. Mais s'ils n'ont plus l'obligation d'avoir accès aux semences physiques et que sur Internet, c'est un libre accès, les séquences génétiques, aujourd'hui, ces industriels ne se sentent pas du tout engagés par, pour le traité, ça s'appelle accord de transfert de matériel, j'ai accédé à une ressource, je n'ai pas le droit de déposer un brevet. Au niveau des ressources biologiques de la CDB, c'est la même chose, j'ai accédé à une ressource, sur cette ressource-là, je n'ai pas le droit de déposer un brevet. Mais eux, ils n'ont pas accédé à la ressource à partir du moment où ils prétendent que l'information séquentielle numérique, qui est librement accessible sur Internet, n'est pas une ressource génétique. Et donc aujourd'hui, on a un débat, en gros, entre les pays riches, les États-Unis, l'Australie, le Canada, l'Europe, le Japon, et les pays en développement. Les premiers, ils disent, ces informations séquentielles numériques
c'est des résultats de la science, ce n'est pas des ressources génétiques. Et évidemment, les pays en développement disent ce sont des ressources génétiques. Si on ne gagne pas ce débat-là, d'une part, ça fait exploser la Convention sur la diversité biologique, le traité, qui n'auront plus de raison d'être parce qu'ils ne pourront plus s'appliquer, ils seront contournés par cet accès libre sur Internet aux informations séquentielles numériques. Et d'autre part, l'industrie va pouvoir breveter tous les éléments de la biodiversité naturelle. Et ça ne concerne pas que les semences, hein. Ça concerne aussi les animaux, ça concerne les poissons, ça concerne les micro-organismes qui sont dans les sols, ça concerne toutes les ressources génétiques marines. C'est donc un enjeu extraordinaire qui aujourd'hui n'est pas encore rentré dans le débat public au niveau des pays. C'est peut-être le sujet principal qui bloque la Convention sur la diversité génétique et le traité, mais ce n'est pas encore rentré dans les débats publics dans les pays. Et peut-être un dernier élément, ce débat-là est extrêmement lié au débat sur les OGM, notamment sur les fameuses nouvelles techniques génétiques, hein. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de prendre un gène dans un poisson pour le mettre dans une fraise. On peut très bien faire des manipulations génétiques où on dit que dans la fraise, il n'y a plus de gènes étrangers à l'espèce fraise, mais pourtant on a bien manipulé son génome et on a le même caractère que celui qu'on aurait pu prélever dans un poisson. Avec ces nouvelles techniques, l'industrie dit « je fais la même chose que la nature, donc ce n'est pas des OGM ». Pourquoi elle se bat, mais alors de manière très acharnée, pour que ça ne rentre pas dans les réglementations sur les OGM, que ce soit celle du protocole de Carthagène au niveau international ou dans les lois nationales. Certes, il y a le refus des consommateurs d'acheter des OGM dans beaucoup de pays, pas dans tous, mais par exemple en Europe, il y a l'obligation d'étiquetage. Ils ne veulent pas écrire OGM parce qu'ils savent que ça va limiter la commercialisation de leurs produits. Mais surtout, à la fois au niveau des conventions internationales et donc du protocole de Carthagène, ou des lois nationales, et notamment des lois européennes, lorsque on demande de disséminer un organisme génétiquement modifié, d'avoir accès au marché, on est obligé d'indiquer, d'une part, les techniques qu'on a utilisées, mais surtout les techniques qui permettent d'identifier cet OGM, de le distinguer de ceux qui existent par ailleurs. Donc aujourd'hui, si ces nouvelles semences modifiées génétiquement par l'industrie ne sont pas des OGM, on n'aura pas les outils qui permettront de les distinguer de nos propres semences. Et donc l'industrie va dire, mais tu recopies mon invention en continuant à cultiver tes semences dans lesquelles il y a un gène que j'ai breveté. Alors que si l'industrie est obligée par la réglementation OGM d'indiquer comment reconnaître ces semences des miennes, elle ne pourra plus s'approprier mes semences avec ses brevets sur les gènes qu'elle a manipulés. Et ce que je dis pour les semences est vrai pour l'ensemble des éléments de la biodiversité animale et microbienne. Donc voilà où en est ce débat. Et pourquoi j'insiste là-dessus? D'abord pour que vous vous rendiez compte où on en est aujourd'hui. On a gagné beaucoup de choses. Le traité a été un pas en avant. La déclaration sur les droits des paysans a été un gros pas en avant. Les lois qu'on a fait voter en France ou en Europe ont été des gros pas en avant. Mais si on perd ce combat sur les informations séquentielles numériques, si on ne fait pas reconnaître que ce sont des ressources génétiques et que donc on ne peut pas se les approprier comme ça librement, tout ce qu'on aura gagné risque de ne pas servir à grand-chose. Donc pour vous dire qu'il faut continuer à se battre, à faire des semences, comme l'a bien souligné Geneviève, mais aussi à continuer à faire du plaidoyer dans les instances internationales et dans les lois nationales. Merci beaucoup, Guy, de faire un peu ces messages quand même, à expliquer un peu ce qui est en train de se passer et que finalement, si bien on a eu des avancées, il y a quand même beaucoup de travail à faire. Tu as parlé un peu
oui, du traité, mais en fait, tu as déjà aussi fait le lien déjà avec la convention, parce que c'est beaucoup de ces discussions aussi, se discutent un peu sur les deux niveaux. Et, et là, peut-être, Geneviève, tu peux aussi revenir sur ça, donc tu connais un peu l'espace CDB. Bon, en tant que paysanne qui arrive dans une enceinte des Nations Unies pour défendre les droits, peut-être que tu peux oui, partager un peu oui, ce que tu penses, peut-être aussi parler bon, un peu reprendre ce que Guy a dit, que c'est quand même un peu ouais, effrayant, mais bon, s'il te plaît, Geneviève. Oui, merci Philippe. Merci Guy de nous avoir partagé tout ça. Je trouve que Guy, c'est lui qui peut nous expliquer le mieux au niveau technique qu'est-ce qui se passe. Moi, j'aimerais bien vous parler un peu de mon impression, en fait, par rapport à toutes ces instances-là. Parce que je dois vous avouer que la première fois que que je suis sortie de mon champ et que j'ai mis les pieds dans une conférence des Nations Unies, j'ai été profondément choquée. Et je crois que toute la manière dont ça fonctionne vient influencer les décisions qui en découlent. Donc, je pense que c'est bien important aussi de parler de tout le contexte où les décisions sont prises, parce qu'on s'entend que c'est pas très, très démocratique comme processus au final. Et je crois qu'encore là, je vais vous parler encore de l'éducation, qui est encore une clé ici à ce niveau-là, parce que on s'est rendu compte que les délégués, les décideurs, les gens qui sont présents dans ces conférences-là, à la Convention sur la biodiversité, pour prendre les décisions, ils sont souvent très peu éduqués à l'existence d'une paysannerie bien vivante qui détient des droits. Ils sont très, très peu éduqués aux enjeux qui entourent les semences et tout. Il ne faut pas oublier que des fois, les délégués qui se présentent à ces conventions-là ont souvent beaucoup de sujets et parfois, les questions qui entourent l'alimentation ou la conservation de la biodiversité alimentaire, les gens qui vont prendre les décisions-là n'ont pas de l'expertise dans chacun des sujets qu'ils doivent débattre. Hein? Il ne faut pas oublier ça. C'est des experts, mais pas dans tous les sujets. C'est une grosse tâche qui sont sur les épaules et parfois, il y a des grosses délégations. Par exemple, les délégations des pays développés, comme on les appelle, peuvent avoir jusqu'à 50 personnes présentes pour pouvoir être vraiment, efficaces dans chacun des sujets qui vont être débattus pendant la conférence. Toutefois, dans des pays qui ont moins de ressources monétaires, la délégation peut se constituer de seulement 2 personnes. Et on s'entend que 2 personnes ne peuvent pas du tout traiter des débats qui ont lieu sur une semaine ou 2. Là. Donc, il y a une grosse question d'éducation ici. Puis pour nous, c'est vraiment impératif d'humaniser les communautés paysannes aux yeux des gens qui prennent des décisions. La classe paysanne, je ne sais pas comment on peut l'appeler, qui est souvent perçue comme étant pauvre, peu éduquée, considérée comme inférieure par la majorité des personnes qui fréquentent les espaces de gouvernance internationale, qui sont des gens qui vivent dans des gros hôtels, qui ont des voitures et des beaux vêtements de marque. Ces gens-là, malheureusement, sont souvent sont pas en contact au quotidien avec la paysannerie. Ils ne la comprennent pas. Ils ne savent pas c'est quoi ses besoins. Et je parle pas juste de la paysannerie, je peux parler aussi de n'importe quelle personne de l'humanité qui vit de manière beaucoup plus simple, qui n'est pas dans une certaine classe moyenne. Leur contexte est pas pris en compte. Puis c'est là aussi qu'on intervient, nous, quand on va à la CDB, on a beaucoup de discussions avec des gens pour un peu faire valoir écoutez, nous, c'est ça qu'on vit sur le terrain, c'est ça on veut des droits, mais c'est pour ça on explique aussi qu'est-ce qui se passe parce que c'est pas nécessairement que les gens sont mal intentionnés, c'est souvent qu'il y a un gros manque d'éducation. Donc, une partie de notre lobby, ça va être ça aussi, ça va être parfois on va organiser aussi des panels ou des conférences durant ces instances-là pour parler un peu des enjeux qui nous touchent puis qu'est-ce qui se passe. Puis je pourrais faire un lien aussi je sais qu'il y a des instruments comme la Déclaration sur les droits paysans, c'est un bon outil pour ça, pour faire valoir qu'on existe, qu'on a des droits et qui sont, reconnus par les Nations Unies. On n'est pas juste pardonnez
pardonnez l'expression, mais des tout nus dans le fond d'un champ, là. On est des gens on est capable de s'organiser, d'avoir un discours cohérent, même si on n'a pas des diplômes universitaires, on est capable de monter une déclaration puis qu'elle soit acceptée aux Nations Unies. Donc, comme un peu ont fait les peuples autochtones avec la Déclaration sur les droits des peuples autochtones, depuis que cette déclaration-là sur les peuples autochtones a été adoptée, on a commencé à entendre beaucoup plus parler dans les instances internationales que ces gens-là existent, ces gens-là ont des droits, ces gens-là ont une valeur et doivent être respectés. Et non seulement ça, ont une valeur, mais ont un apport très, très grand à la préservation de la biodiversité. Puis c'est là aussi que la déclaration pour les droits des paysans et des paysannes est importante. C'est que les paysans et les paysannes, c'est des gens qui occupent le territoire et qui ont le pouvoir d'en prendre soin si on leur en donne les moyens. Puis même si on leur en donne pas les moyens, ils vont quand même tout faire en leur pouvoir pour pouvoir préserver la biodiversité. Puis donc, c'est important d'amener les délégués à prendre ce point de vue-là en compte dans leurs décisions parce qu'actuellement, c'est très difficile. Certains pays qui ont ça dans leur charte, certains pays où il y a des grosses populations paysannes plus présentes vont déjà le faire, mais c'est pas la majorité. Et un peu comme Guy nous parlait tantôt, toutes les décisions sur les nouvelles biotechnologies, par exemple, qui sont prises présentement, tournent autour du point de vue industriel, des besoins du marché, des besoins de l'industrie, des besoins d'accéder à la ressource génétique. Et nous, on voit alors, avec la Déclaration sur les droits paysans et les instances internationales, comme étant une bonne opportunité, non seulement pour valoriser le point de vue paysan, mais aussi le normaliser, le rendre quotidien pour tous, parce que tout le monde mange au quotidien, hein? Donc, c'est ça. Je pourrais être bref puis terminer cela parce qu'en fait, c'est très simple qu'est-ce qu'on veut, mais c'est vraiment ça, c'est humaniser, en fait, au sein des instances internationales qui sont, on va se le dire, très, très déshumanisantes. On va se le dire aussi que les gens, quand ils sont dans des conférences des Nations Unies, ils mangent pas, ils dorment à peine, ils sont tout le temps en train de travailler. C'est des conditions qui sont comme complètement inhumaines. Alors, personnellement, j'ai de la misère à concevoir qu'on puisse prendre des décisions humaines dans un contexte aussi inhumain. Puis ça aussi, c'est des questions à se poser, pas juste sur comment les décisions sont prises démocratiquement ou quel sujet on débat, mais juste la manière qu'on choisit en tant que société de prendre nos décisions dans des espèces de méga-conférences où est-ce qu'on a à peine le temps de dormir, toujours devant un ordi, devant un écran, à jamais aller dehors. C'est difficile de prendre des décisions pour la biodiversité si on peut même pas voir un arbre ou sentir une fleur. Et c'est là que le point de vue paysan peut apporter aussi dans ces instances-là. C'est aussi des manières une manière différente de vivre qui va plus porter à prendre soin de la biodiversité et des semences. Merci beaucoup, Geneviève, aussi pour ces, disons, perspectives carrément paysannes sur les instances des Nations Unies. Et peut-être juste ajouter à cela, donc, historiquement, je pense qu'on peut dire que l'agriculture, dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique, a été plutôt perçue comme un problème. Évidemment, ça se justifie par un certain modèle d'agriculture, mais quand même, c'est comme disait tout à l'heure, je pense que là, dans la déclaration, justement, ça c'est relativisé et c'est souligné l'importance quand même qu'ont les communautés, les populations rurales aussi pour préserver la biodiversité. Juste avant que je passe la parole à Emma, juste pour vous dire, il y a des personnes qui ont commencé à écrire des questions dans le chat, donc il y a la possibilité de poser des questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre là-bas. On va essayer de faire un tour avec répondre au moins à quelques-unes.
Mais là, je veux quand même donner la parole avant à Emma, parce qu'il connaît aussi bien l'espace de la Convention, et peut-être aussi connaît un peu comment quand même il y a eu une évolution qui a quand même donné plus de visibilité aussi à certains groupes, comme l'a dit Geneviève, et qui peut-être peut aussi apporter à ce débat de comment est-ce que ça fonctionne carrément, qu'on peut changer les choses dans un environnement qui pourrait sembler a priori hostile, disons. Merci. Oui, effectivement, je rejoins totalement l'analyse de Geneviève. C'est vrai que ce sont des espaces assez rudes. Et du coup, ça a été un travail très important d'arriver à avoir des représentations, des délégations des peuples autochtones et des communautés locales, mais aussi des groupes officiels des femmes pour permettre aux femmes de participer pleinement à ces négociations, de leur permettre de participer et de comprendre ces outils et de ne pas être perdues dans ce flot d'informations, et également des groupes officiels des plus jeunes, donc qui sont en dessous de 30 ans à l'intérieur de la Convention sur la diversité biologique. Alors, il y a énormément d'aspects à la Convention sur la diversité biologique qu'on a déjà mentionné, hein, mais peut-être que je pourrais en mentionner certains qui sont assez clés. Il a été question depuis 2016 de faire un effort particulier dans l'intégration de la biodiversité à l'intérieur d'autres instances, d'autres domaines, disons. Donc en anglais, ça se dit mainstreaming biodiversity. Donc je le traduis par intégrer la biodiversité, mais c'est moins... disons que c'est un peu choc en anglais, cette formulation. Donc c'est pour ça que je la partage avec vous. En 2016, à la COP de Cancun, il a été question d'intégrer la question de la biodiversité dans d'autres domaines que sont l'agriculture, l'industrie forestière, la pêche et le tourisme. Et en 2018, à la COP de Sharm el-Sheikh, il a été question de faire un autre pas en avant, qui a été d'intégrer la question de la biodiversité et de la mettre au centre de ces industries énergétiques, les infrastructures, l'industrie et oui, voilà, ces trois. Donc il y a maintenant un effort, comme Philippe l'a souligné, c'est censé être la grande année pour la biodiversité 2020. Donc là, forcément, ça a été mis en souci à cause de la pandémie à laquelle nous faisons tous face, et d'ailleurs c'est terrible. Mais donc la COP qui devait avoir lieu en Chine en octobre a du coup été reportée pour l'instant on estime au début de 2021. Donc on espère obtenir de grandes avancées au cours de cette prochaine COP, parce que c'est là qu'on va définir ce que Philippe a déjà mentionné, qui s'appelle donc ce cadre mondial sur la biodiversité qui est post-2020. On avait donc avant cela un objectif qui a été défini en 2010 pour atteindre 2020. Maintenant, on définit ce cadre pour aller jusqu'à 2030 et 2050. Donc, la vision de la conservation de la Convention sur la biodiversité, c'est de vivre en harmonie avec la nature. C'est la façon dont il est formulé. Alors, moi, je pourrais vous parler déjà des liens entre la déclaration des Nations Unies pour les paysans, les paysannes, les personnes vivant en milieu rural, donc qui sont des liens structurels, c'est-à-dire la question de la conservation de la biodiversité est un lien donc entre cette déclaration et la Convention sur la diversité biologique, l'usage durable des éléments de la biodiversité et le partage juste et équitable des bénéfices issus des ressources génétiques, donc avec toutes les précautions à prendre qu'a mentionné notamment Guy. Il y a forcément des choses qui se retrouvent dans les deux, donc l'approche par le droit de l'usage durable et de la gestion durable de la biodiversité, la question des connaissances traditionnelles qui est au centre de la Convention sur la diversité biologique aussi, l'accès au partage équitable et juste des bénéfices, la reconnaissance du rôle et de la contribution des femmes et des jeunes dans la conservation de la biodiversité, qui se reconnaît donc dans les deux, encore une fois, et l'accès à la terre en particulier.
au sein de la CDB, un autre élément clé que je pourrais mentionner, c'est un des deux protocoles, le protocole de Nagoya, donc qu'a mentionné également Guy, sur l'accès aux ressources génétiques et donc c'est le titre, hein, le partage juste des bénéfices issus de leur utilisation. Donc ce sont des documents qui sont constamment revus. Ce protocole de Nagoya a été particulièrement important parce que à la suite de la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones qui a été faite en 2007, ça a été le premier protocole à être particulièrement important pour les populations autochtones et les communautés locales. Donc c'était quelque chose de clé. Donc la CDB, cette convention est contraignante, pardon, c'est une convention, mais elle est soumise à la mise en œuvre de chaque pays. Maintenant qu'on est à l'heure du bilan, en arrivant à la fin de ce cycle jusqu'à 2020, on s'est rendu compte qu'en fait il y avait 3,5 objectifs qui avaient été pleinement remplis. Donc des objectifs, au départ, il y en a 20. Et voilà, il y en a 3,5 objectifs qui ont été pleinement remplis, donc ce n'est pas extrêmement satisfaisant. Et c'est la raison pour laquelle il faut être particulièrement solide dans les choses que l'on revendique pour le futur de cette convention qui est censée être contraignante. Ainsi, bon, alors des éléments clés que je pourrais préciser, notamment en représentant le caucus des femmes, c'est le fait que pour l'instant, dans le préambule de la Convention, on reconnaît, c'est écrit, on reconnaît le rôle vital que les femmes jouent dans la conservation et dans l'usage durable de la biodiversité, et en affirmant la nécessité de leur permettre leur participation. L'objectif d'Aichi 14 nomme l'importance de la présence des femmes, des peuples autochtones, des communautés locales, des personnes pauvres et vulnérables dans la restauration et la sauvegarde des écosystèmes. Tous ces efforts-là doivent continuer après 2020 et notamment jusqu'à 2030. Et donc, c'est les négociations dans lesquelles nous sommes en ce moment, même si l'agenda a été secoué par la pandémie à laquelle on fait face. Cela dit, je ne peux que insister sur les éléments qu'a mentionné Geneviève sur la nécessité de permettre la présence des personnes qui sont sur le front, en fait, peut-être sans vouloir utiliser un vocabulaire guerrier, mais qui sont au devant de la conservation de la nature, qui sont les populations paysannes et autochtones qui conservent énormément de la biodiversité mondiale. Il y a des études qui ont été faites par la Banque mondiale qui disent que 80% de la biodiversité mondiale se trouve sur des terres autochtones et de populations autochtones et de communautés locales. C'est pourquoi il est important de travailler à la conservation de leur territoire et pas uniquement de leurs droits en tant que personnes, mais à la conservation, à la protection du territoire dans lequel ils évoluent et grâce auquel ils ont une culture, ils ont tout leur mode de vie, y compris la culture, la langue, les façons de voir la vie, les façons de se soigner, etc. Voilà pour une petite vision de la CDB. Ok, merci beaucoup. Alors, merci pour les apports. Il y a plusieurs questions qui ont été posées, qu'il y a différentes questions. Peut-être, je ne sais pas si peut-être qu'on peut aussi trouver un autre moyen après de partager des ressources pour certains, mais je pense quand même on peut peut-être, même si a priori, oui, bon, on est plutôt vers la fin de ce séminaire, mais peut-être quand même donner encore la parole aux panélistes un peu pour répondre à certaines questions. Moi, de ce que j'ai reçu, de ce que j'ai vu, la question, moi j'ai dit, je pense qu'il y a un peu des questions qui sur différents
chose, je vois qu'il y a un des blocs ou plusieurs questions qui touchent un peu la question de comment est-ce que vraiment on peut effectivement mettre en œuvre ces droits qui sont dans cette déclaration ou dans les différentes conventions, tout ça au niveau national aussi. Et là, par exemple, aussi, oui, voir un peu cet aspect contraignant, pas contraignant. Je pense, dans la réponse d'Emma aussi, la dernière, ça a été un peu clarifié que quand même si la CDB elle est contraignante, on se heurte quand même un peu au même problème aussi, toujours cette mise en œuvre au niveau national, ça reste un problème. Donc, mais là aussi, il y a des gens qui ont mentionné notamment des limitations ou des obstacles qui existent et qui sont réels au niveau national, non? Par exemple, des droits de propriété intellectuelle en ce qui concerne les semences, mais aussi des standards phytosanitaires qui existent et qui, disons, sont très concrètement limitent les droits des paysans. Donc ça, c'est peut-être un des blocs où il y a des questions et peut-être quelqu'un d'entre vous pourrait y revenir. Une deuxième question qui a été posée, c'est par rapport à la situation qu'on est en train de vivre, donc la pandémie du Covid aussi, quelles sont les possibilités ou quelles sont les perspectives aussi de profiter, entre guillemets, de cette situation, ou au moins dans quelle mesure aussi cette situation, quand même, elle nous dit des choses sur ce qui est la biodiversité et ce qui est le rôle des paysans, de la population rurale. Donc ça, c'est un deuxième aspect. Et la troisième chose, le troisième domaine où il y a eu des questions, c'est un peu sur revenir pour la question de tout ce qui est information numérique, brevets, et aussi les liens avec biotechnologie, nouveaux OGM, etc. Et aussi ce que Guy a dit un peu sur tout ce qu'il y a à savoir aussi, pourquoi ça met en panne. Et ça, au final, ça risque de rendre obsolète soit les traités, soit la convention, et voir peut-être même, finalement, qu'on a une belle déclaration, mais au final, ça ne va pas pouvoir se mettre en œuvre. Guy, tu as été assez détaillé là-dessus, mais on sait que c'est un peu un discours assez technique, donc peut-être on peut revenir là-dessus. Il y avait des questions des gens qu'on peut revenir là-dessus. Donc moi, ce que je propose de faire, c'est que je vous donne encore aux trois intervenants qui sont là. Malheureusement, Alimata n'a pas réussi à se reconnecter, c'est dommage. On va voir ce qu'on peut faire pour faire quand même parvenir un peu d'informations sur ce qu'elle fait. Mais là, de vous donner la parole à toi, Geneviève, Guy, Emma, et peut-être de faire, disons, un peu une dernière intervention en répondant un peu, peut-être aussi en essayant, moi, de répondre à quelques des questions qui ont été posées. Donc, d'une fois mise en œuvre. Deuxième, qu'est-ce que ça nous dit, la situation actuelle, la pandémie par rapport à ça? Et la troisième question, tous ces blocs qui un peu, là, comme une menace à l'horizon, tout ce qui est dématérialisation, brevets, biotechnologie. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous veut commencer. Autrement, je vais juste tout simplement vous donner la parole. Peut-être que je commence par Guy, parce que peut-être, oui, tu peux, il y avait quand même beaucoup de personnes qui étaient intéressées par mieux comprendre cette histoire de l'information dématérialisée, les brevets et tout ça. Si tu pourrais revenir là-dessus, ça serait super. Et peut-être aussi sur la question mise en œuvre, si tu as des idées là-dessus. Oui, peut-être quand même tout d'abord sur la pandémie et ce qui se passe en ce moment avec notre webinaire. L'absence d'Alimata montre bien les conséquences que va avoir cette dématérialisation de tous les liens sociaux. S'il faut passer par Internet, les pays qui ne sont pas bien équipés, ils seront absents. Et en plus, la plupart des discussions internationales, surtout quand on passe par Internet, n'ont lieu qu'en anglais. Donc, les pays où
ils ne parlent pas anglais et où les représentants des gouvernements ou des paysans ne parlent pas anglais, ne participeront plus aux discussions. Je rajouterai, pour renforcer ce qu'a dit Geneviève, nous les paysans, on a besoin de voir les gens à qui on parle. Communiquer comme ça par Internet, bon, là aujourd'hui on le fait, mais ce n'est pas notre manière de communiquer. Et si on veut que les paysans et les peuples autochtones puissent continuer à participer aux discussions, les résultats de la pandémie, cette dématérialisation qui risque de durer longtemps de tous les contacts sociaux, est quelque chose d'assez dangereux. Donc ça, c'était un préalable. Et pour expliquer peut-être cette histoire d'information séquentielle numérique, le lien avec les biotechnologies, je prendrai un exemple qui est peut-être théorique, hein, mais qui est tout à fait lié à la pandémie. Je pense que la plupart d'entre vous, vous avez pu observer qu'à Madagascar, le gouvernement fait la promotion d'un produit, Covid Organics, qui est issu de plantes cultivées à Madagascar. Bon, moi, je n'ai aucune opinion. Est-ce que ce produit est efficace ou non par rapport à la Covid-19 ? Je pense qu'on le saura bientôt parce que y a quand même, mais le problème n'est pas là. On a demandé tout de suite à Madagascar de donner la composition de ce produit. Oui, il y a de l'artémisia annua dedans, mais il n'y a pas que de l'artémisia annua. Et le président de Madagascar a été très clair qu'il ne donnerait pas la composition du produit tant qu'il n'aura pas pu prendre les dispositions pour empêcher que ce produit soit breveté par quelqu'un d'autre. De quoi est composé ce produit? De plantes qui poussent à Madagascar. Imaginons qu'il y ait une plante qui ne soit pas connue. Moi, j'en connais d'autres qui sont certainement dans ce produit, mais bon, une plante qui ne soit pas connue, qui pousse à Madagascar, qui soit cultivée par les paysans. Mais bon, ils le cultivent, ils s'en servent comme plante médicinale et ils n'ont jamais fait de promotion sur le marché mondial. Si Madagascar dit que cette plante est présente, qu'est-ce qui va se passer? Les laboratoires pharmaceutiques vont immédiatement se procurer un échantillon sans demander à personne. Ils vont faire le séquençage génétique. Ils vont identifier les gènes et les protéines qui font que ça a un effet pharmaceutique et ils vont déposer un brevet. Et si ce brevet, ils le déposent sur une substance chimique qu'ils auront fabriquée avec ces nouvelles techniques génétiques. Quelle est la différence entre les anciennes techniques génétiques, la transgénèse? Si je mets un gène de poisson dans une plante de Madagascar, on le reconnaît tout de suite. Donc je sais que le produit qu'on me vend en me disant c'est une plante de Madagascar, mais s'il y a un gène de poisson dedans, ce n'est pas la plante de Madagascar. Donc le brevet ne pourra pas s'appliquer à la plante de Madagascar. Si par contre, avec les nouvelles techniques, il n'y a pas de trace du gène de poisson, le brevet, il va s'appliquer aux plantes qui poussent à Madagascar. Et le mot produit qu'ont mis en œuvre les chercheurs de Madagascar, il va appartenir au laboratoire pharmaceutique qui aura déposé un brevet dessus. Où intervient la réglementation OGM et le protocole de Carthagène au niveau international. Si je dissémine un OGM, je suis obligé d'indiquer au protocole de Carthagène la manière de reconnaître mon OGM et de le distinguer de tout autre organisme. Donc, je vais être obligé de dire au protocole de Carthagène comment distinguer mon produit breveté du produit qui a été mis au point à Madagascar. Et donc, mon brevet ne pourra pas me permettre de m'approprier, de confisquer le produit qui a été mis au point à Madagascar. C'est ce débat-là qui aujourd'hui est au centre de toutes les discussions. Alors, je rajouterai juste un dernier point. Quand j'ai dit que le traité était en panne, il est en panne parce que là-dessus,
il n'y a pas d'accord. Et tant qu'il n'y aura pas un accord là-dessus, enfin, on ne pourra pas continuer les discussions sur le partage des avantages et le droit des agriculteurs et l'accès aux ressources génétiques. Il est aussi en panne par un autre élément qui est en train d'être très visible aujourd'hui, c'est la politique actuelle des États-Unis. Il se trouve que la dernière réunion du traité était présidée par les États-Unis et que les États-Unis qui veulent faire exploser tous les outils du multilatéralisme, que ce soit l'ONU, que ce soit la CDB, que ce soit, d'ailleurs ils ne sont pas présents la CDB, ou le traité ou autre, ils ne reconnaissent plus le multilatéralisme. Mais pendant la réunion, ils ont saboté la réunion en utilisant la présidence. C'est-à-dire qu'ils ont construit l'ordre du jour pour qu'aucun compromis ne puisse aboutir à ce qu'au moins on continue les discussions. Donc, comme il n'y a pas eu de compromis, les discussions ne continuent pas. Elles reprendront peut-être à la prochaine réunion, au mois d'octobre de cette année, si elle a lieu. Sinon, il n'y a plus de discussion. Et le traité ne continue à fonctionner que sur sa première fonction qui intéresse l'industrie, c'est l'accès aux semences des paysans. Mais sur ces deux autres objectifs, qui sont le partage des avantages et les droits des agriculteurs, il ne fonctionne plus. Donc voilà où c'est qu'on en est aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est assez clair. Peut-être qu'il faudra qu'on fasse des documents pédagogiques. Et là, je vois Philippe à l'écran. Sian, vous savez faire des documents pédagogiques et je pense que là-dessus, il faut vraiment qu'on explique aux paysans de tous les pays du monde comment l'industrie est en train de comploter pour leur voler toutes leurs connaissances, toutes leurs semences, tous leurs animaux et aussi les micro-organismes qu'il ne faut pas oublier. Bon, merci beaucoup Guy. Merci aussi, bon, je pense que ça a été utile aussi de le lier vraiment à la situation actuelle avec cette histoire oui, du brevet de la recherche, de tout ce qui est remèdes, vaccins, etc. Et qu'évidemment, ça c'est quelque chose qui est très réel, très concret. C'est sûr qu'il faudrait organiser carrément une session aussi pour discuter de ça, pour expliquer bien ça, développer des matériaux. Je pense que là, c'est bien noté. Je propose peut-être, Emma, est-ce que tu voudrais partager quelque chose de derniers mots aussi par rapport un peu aux questions qui ont été posées? Oui, peut-être commencer par la question de comment mettre en œuvre ces droits internationaux à l'échelle nationale. Concernant la CDB, et donc je ne veux pas trop m'avancer, mais j'imagine que c'est quelque chose qui peut se retrouver dans les autres déclarations, conventions, traités. À la CDB, il existe des points focaux nationaux. Et en fait, moi, je vous conseille de prendre contact directement avec votre point focal parce que souvent, comme Geneviève l'a dit, ce sont des personnes qui sont submergées de boulot, qui ne savent pas forcément où trouver les expertises. Et si vous arrivez en expliquant simplement que vous possédez cette expertise puisque c'est votre quotidien, il y a de grandes chances pour qu'en fait, le point focal de la CDB puisse accueillir votre présence de façon tout à fait positive. Donc, ça dépend des pays, ça dépend des points focaux forcément, des intérêts politiques de chaque pays. Mais ça peut, c'est une façon assez concrète donc de faire comprendre à cette personne clé l'intérêt de vous soutenir dans votre démarche, l'intérêt de faire passer certains éléments à l'intérieur de la convention qui vous semblent intéressants. Dans ce contexte-là, histoire d'arriver à naviguer dans toutes ces conventions, il est clair qu'être en lien avec les organisations comme la FIAN, la Via Campesina, le consortium APAC peut aider à s'approprier un petit peu ces législations internationales qui sont et politiques internationales qui sont quand même assez complexes et qui peuvent un peu effrayer au départ. Donc il y a des endroits où on peut comprendre de façon un peu plus, où on peut trouver de façon un peu plus accessible des informations sur ces conventions. Et une fois qu'on est un petit peu armé d'arguments, on peut aller voir les points focaux. Et très brièvement sur la situation du Covid, Guy a donné un excellent point. Peut-être qu'à ça, je pourrais ajouter la question de la souveraineté alimentaire. On n'a jamais autant parlé de la nécessité de pouvoir créer
produire cette alimentation de façon locale pour les populations autochtones et les communautés locales. C'est crucial de pouvoir fermer l'espace du territoire et ensuite avoir la souveraineté alimentaire à l'intérieur de cet espace territorial afin de ne laisser personne rentrer qui pourrait porter ce virus. Donc, ce sont des questions extrêmement clés. Il peut être bon dans le cas où on est à se retrouver au sein de sa communauté. C'est des échanges que j'ai eus avec des collègues, notamment d'Amérique latine hier, qui m'ont dit on peut le voir comme une opportunité afin de renforcer notre fonctionnement à l'intérieur de notre communauté, donc nos relations les uns entre les autres, notre système de prise de décision, ainsi que notre souveraineté alimentaire. C'est un moment où on se retrouve entre soi pour pouvoir mieux réfléchir à notre fonctionnement interne. Donc forcément, ça dépend. Si le virus est déjà à l'intérieur du territoire, c'est une autre paire de manches. Et enfin, un autre élément de cette situation du Covid, et c'est mon dernier point, c'est la question du respect des droits humains. À l'intérieur même de cette crise, il ne faut pas oublier de faire valoir les déclarations des droits humains, les déclarations des droits humains des peuples autochtones, etc. C'est quelque chose qui est absolument clé. On a le droit de prendre nos décisions nous-mêmes, même dans un contexte de crise et surtout dans un contexte de crise. Voilà. Merci. Super, merci. Et bon, étant donné que le temps est en train d'avancer, mais peut-être Geneviève, toi, peut-être tu peux oui, aussi partager quelques réflexions finales, carrément paysannes, s'il te plaît. Oui, en fait, un point que j'ai oublié de mentionner, puis que j'aimerais mentionner aussi par rapport à la CBD, ça a été un peu abordé, là, mais à la CBD, il y a un contexte particulier qu'il y a le groupe des femmes, il y a le groupe des jeunes. Là, on parle des groupes qui ne sont pas les délégués, donc des groupes qui n'ont pas le droit de vote, mais qui sont présents comme observateurs, mais on a le droit de parole, mais on n'a pas de poids politique. Là. On peut juste parler puis dire qu'est-ce qu'on pense, puis c'est bien beau. Mais donc, il y a les groupes des femmes, les jeunes, il y a le groupe de l'industrie, il y a les peuples autochtones et communautés locales. Il y a des groupes comme ça. Et la paysannerie, on n'a pas vraiment de place. On n'a comme pas trouvé notre place là encore parce que on fait pas partie des peuples autochtones communautés locales, même si on représente des communautés locales. Nous, on veut pas s'immiscer dans ce groupe-là qui est pour les peuples autochtones. Puis là, on se demande aussi pourquoi ils ont mis peuples autochtones, communautés locales ensemble. C'est-tu pour enlever un peu de pouvoir aux peuples autochtones puis permettre à d'autres communautés locales de s'immiscer là-dedans? Et quand on parle à certains peuples autochtones, on comprend que c'est peut-être pas la meilleure idée que nous, on fasse partie de ce groupe-là, parce qu'on n'est pas juste des peuples autochtones. La plupart des gros industriels de l'agriculture, ils font partie du groupe industrie, mais nous, on veut pas faire partie du groupe industrie. Donc, on est encore à chercher notre place là, dans la CBD. Et il y a un peu aussi cette problématique-là que les différentes instances des Nations Unies communiquent très peu entre elles parce que ce conflit-là, il est moins important à la FAO, par exemple, où on reconnaît quand même qu'il y a une paysannerie et tout. Donc, c'est quand même un point à la CBD qui est un peu problématique pour faire valoir nos droits-là. C'est qu'on est comme un groupe, pas invisible, mais présentement, on est à la CBD comme étant le Comité international de planification pour la souveraineté alimentaire. Puis, ben, on fait nos interventions de nous-mêmes comme ça. C'est comme si on s'est pris une place puis qu'on participe très activement. Mais donc, c'est ça. Donc, comme il y a ce travail-là qui est à faire encore à ce niveau-là. C'était vraiment ça que je voulais aborder. Je trouve que Guy a été très clair là, sur la problématique aussi de la recherche citoyenne, la recherche paysanne et le danger quand on dévoile des noms de plantes, quand on dévoile nos recettes, de se les faire voler par l'industrie. Ça pose un problème avec la recherche parce que là, si on divulgue la liste d'ingrédients, après ça, on peut faire la recherche, le faire approuver, mais de notre côté,
c'est une porte d'entrée pour le vol d'informations. C'est ça qui arrive dans les études universitaires quand il y a des étudiants vraiment pleins de bonne volonté qui vont voir des peuples autochtones, qui font des travaux sur leurs plantes médicinales et qui publient leurs recherches. Bien, je ne sais pas si c'est vraiment bon pour le bien-être de l'humanité. Ça, au final, oui, on partage du savoir, mais c'est qui va utiliser ces informations-là? C'est souvent des industriels pour voler les ressources, comme c'est arrivé avec le maïs. Ils ont supposément découvert un maïs à Oaxaca qui était capable de fixer l'azote. Bon, ils n'ont pas découvert. Les peuples autochtones du coin, ils savent depuis longtemps que ce maïs-là, il est bien spécial. Mais là, la compagnie Mars est en train de s'accaparer ce maïs-là selon les règles de l'ordre du protocole de Nagoya. Donc, le protocole qui est supposé à donner des bénéfices justes aux communautés locales qui détiennent les ressources génétiques. Mais encore là, la question se pose. Est-ce qu'on peut décider qu'un village, qu'une communauté autochtone est vraiment la propriétaire de ce maïs-là ou est-ce que ce maïs-là, c'est un patrimoine de l'humanité? C'est ça aussi une question qui est à se poser dans la manière que, dans la vision de ces instances-là des Nations unies, que ça devient des droits individuels et pas nécessairement collectifs. Mais est-ce que c'est vraiment une manière de protéger la ressource que d'essayer à tout prix de trouver un propriétaire à une ressource donnée? Parce que c'est encore ça qu'on est en train de faire dans le protocole de Nagoya. Puis si ce groupe-là, ce village-là reçoit une compensation financière pour cette semence de maïs-là, ben après ça, est-ce qu'ils peuvent encore les échanger dans les échanges de semences ou encore faire de la recherche citoyenne là-dessus si c'est une industrie qui a fait un accord avec eux. Et là, quand on cherche ces accords-là, les termes de leur entente entre ce groupe autochtone-là qui détient le maïs et la compagnie Mars, ben, les termes de leur entente, c'est confidentiel. Donc, encore là, c'est très imparfait, le protocole de Nagoya. Puis nous, des fois, on se demande s'il ne sert pas plus à plus facilement s'accaparer la ressource de manière légale plutôt que de vraiment offrir une compensation juste à la paysannerie et au peuple autochtone. Bon, merci beaucoup, ça, pour ces plaidoyers finaux, que je pense que c'est une bonne manière de clôturer. Là, je pense que oui, bon, ce qui est devenu clair, c'est que si bien on a eu des avancées, si bien on a eu des victoires, évidemment, tout n'est pas gagné. Il y a du boulot à faire à tous les niveaux, au niveau national, au niveau international, que ce soit la mise en œuvre, mais aussi, disons, ce travail aussi de donner plus de visibilité, de vraiment mettre en avant le rôle qu'ont toutes les populations paysannes, rurales, aussi des peuples autochtones, à jouer. On sait aussi que tous ces processus sont en cours, donc, et bon, vous, les intervenants, aussi certaines personnes aussi dans les participants participent à certains de ces espaces. Je pense que ça aussi, disons, c'est une conversation qu'on va continuer avec tout le monde. Je voudrais remercier vraiment aux panélistes, Geneviève, Emma et Guy. C'est très dommage que Alimata ait eu des problèmes de connexion. On va voir avec elle comment elle peut peut-être quand même apporter quelque chose. On peut vous envoyer quelque chose une fois qu'on envoie le lien de cet enregistrement. On va aussi peut-être vous envoyer quelques ressources supplémentaires. Et peut-être on peut organiser quelque chose avec Alimata parce que je pense que quand même sa perspective, ça aussi, ça mérite d'être partagé. Comme dit, dans les prochains jours, vous recevrez un courriel avec un lien avec des matériaux et aussi, si vous êtes d'accord, si jamais on va continuer à organiser ce type de séminaire, peut-être aussi dans un format un peu plus, disons, participatif, on va vous tenir au courant. Merci à tout le monde pour votre temps, merci pour vos interventions et on reste en contact et la lutte continue et à bientôt et bonne soirée, bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, au revoir.